habitants des logements partagés que j'ai étudiés sont véritablement acteurs de leur choix résidentiel. Dans le cadre des logements partagés, donc des logements qui sont à la fois informalisés par la municipalité, des logements qui sont très densément peuplés, des logements qui sont souvent inconfortables, des logements qui sont parfois aussi dangereux, ce n'est que la composante économique qui est prise en compte. Qui est prise en compte à la fois par les pouvoirs publics et par certains chercheurs. Et donc je me suis attaché à montrer quelles étaient les autres composantes à prendre en compte. Les logements partagés qui se déploient dans 4 types d'espaces, à la fois des colocations, dans les étages des immeubles résidentiels, mais aussi les logements dans des maisons délabrés plutôt dans le centre-ville, également dans les villages urbains qui se sont développés en périphérie de la ville suite à la croissance de celle-ci, et enfin dans les souterrains de ces mêmes résidences d'habitation. Ça pousse à penser que les habitants de ces espaces n'y logent que parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger autre part. Or, ce qu'on voit, c'est que beaucoup des habitants choisissent de loger dans ces logements meilleur marché parce qu'ils souhaitent mettre de l'argent de côté pour différentes raisons, mais y compris dans l'objectif d'accéder à la propriété. J'ai aussi voulu montrer la richesse sociale de ces espaces qui sont ciblés par la municipalité, car la municipalité de Pékin, en informalisant ces logements, cherche à les faire disparaître. Par exemple, en habitant dans ces logements, cela engendre une forme de justification qui s'appuie sur une certaine éthique, une éthique qui vise à sacrifier le confort présent au profit de la construction de l'avenir. Cette éthique ascétique est très attachée à l'expérience habitante au sein de ces logements, mais en déborde très largement. Certains habitants des logements partagés qui ont réussi à prendre pied à Pékin m'ont ainsi dit qu'ils étaient très heureux d'avoir fait cette expérience de vie inconfortable parce qu'ils attribuent cette expérience à leur réussite postérieure. En apprenant à savoir en baver, la manière dont cette éthique est formulée par les habitants et les anciens habitants eux-mêmes, c'est à ça qu'ils attribuent leur réussite. Ces logements partagés sont présentés très généralement comme des logements de migrants. Tous ne sont pas migrants, ne se reconnaissent pas comme tels sous cette étiquette, et tous les cohabitants au sein de ces espaces ne sont pas migrants. Il y a des Pékinois, il y a des propriétaires. Pour comprendre ces mondes sociaux, pour savoir comment les gens cohabitent entre eux, il faut bien sûr inclure toutes ces catégories de population. Et donc exclure l'une d'entre elles aurait fait que je n'aurais plus été en mesure de comprendre, aurait eu tendance à faire percevoir ces espaces comme des espaces marginaux à la société urbaine, alors qu'ils en sont résolument constitutifs. C'est par ces espaces que la ville est telle qu'elle est, parce que les gens qui y logent font la ville, ils y sont employés, parfois ils la construisent, les employés du bâtiment par exemple, et par ailleurs, une grande partie des habitants de la ville en général ont fait l'expérience des logements partagés. Il ne s'agit pas que des ouvriers du bâtiment, que des migrants, mais aussi des diplômés de grandes universités qui ont pu, par exemple, habiter en sous-sol en attente de l'examen d'entrée en master. Un autre point très important dans ma thèse, c'était la notion de temporalité. La manière dont les habitants percevaient le temps qu'ils passaient dans ces logements, la dilatation du temporaire, l'idée qu'ils n'habitaient là que de manière ponctuelle ou de manière très courte, qui parfois s'étendait en années, en dizaines d'années pour certains, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il me semble qu'il faut prendre la question du temporaire vraiment au sérieux. Souvent, on a tendance à
prendre en compte le point de départ quand un problème social est identifié et qu'une solution est mise en œuvre, et le point d'arrivée. Et tout ce qui se passe entre la durée de ce temporaire est quelque chose qui, à mon sens, devrait être plus pris en compte, puisque ce temporaire peut durer et surtout marque durablement les personnes qui en font l'expérience. Personnellement, moi, c'est la curiosité pour la Chine tout d'abord, et puis après pour des questions qui n'avaient pas encore trouvé de réponse, qui m'a mené à faire de la recherche, et de master, j'en suis passé à thèse un petit peu naturellement sans trop me poser de questions. Je pense qu'actuellement, c'est vraiment très important de se poser la question des débouchés de la thèse avant de s'y engager. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement du fait de la longueur de la thèse, se préparer à ce travail qui est à la fois long et solitaire, et justement cultiver les échanges informels avec les autres doctorants, et essayer le plus possible de présenter au plus tôt ces travaux pour s'insérer dans le discours scientifique et que ça serve de jalon au travail de thèse.